Bienvenue Laurie sur le podcast. Je suis ravie de t'accueillir ici ce matin. Merci Marie-Laure pour l'invitation. Eh bien écoute, je veux bien que tu commences par te présenter en deux, trois mots qui tu es, pour que les auditrices et les auditeurs sachent qui ils Bien écoutent. sûr, avec plaisir. Eh bien, je m'appelle Laurie Maurice, j'ai 31 ans, ça passe. Je suis DG de Chaudot Paris, qui est en fait une filiale du groupe Chaudot. Donc le groupe Chaudot, si tu veux, il est né en 2019. Et alors Chaudot est né en 2019, c'est devenu un groupe un petit peu par la suite. Et si tu veux, Chaudot, donc c'est une ESN, entreprise de services du numérique. Nous, notre travail, c'est d'aller salarier des développeurs et des développeuses, donc des concepteurs et conceptrices logiciels, et en fait d'aller accompagner nos clients pour justement développer leurs solutions. Donc l'idée, c'est voilà, on recrute des développeurs, des développeuses, on les envoie en mission, en clientèle. Les devs accompagnent nos clients et puis en fait on s'inscrit dans une relation de conseil. Euh, Shodo existe, je te l'ai dit depuis 2019. Et j'ai eu la chance, moi, de rejoindre Shodo quand c'était encore un tout petit projet. Je les ai rejoints en fait en janvier 2020 en tant que responsable communication et marketing. Et puis petit à petit, chemin faisant, je suis montée, si tu veux, directrice générale de la filiale en fait de la maison mère en fait de la filiale historique puisque c'est par là qu'on a commencé. Euh, et ensuite, donc, Jonathan et Guillaume, qui sont les deux cofondateurs de Shodo, eux ont pris je dirais la direction du groupe et m'ont laissé les rênes du coup de Shodo Paris que je dirige aujourd'hui avec Julien Topsu. Ok. Merci pour ta présentation. Si tu Je t'en devais prie. résumer ton parcours en trois moments clés qui t'ont amené justement à cette étape de direction de Shodo, qu'est-ce que tu choisirais? Écoute, moi j'ai un parcours qui est assez atypique. Je pense aussi bien, enfin en fait toute ma carrière professionnelle. Alors après, ça fait pas non plus très longtemps que je travaille. J'ai commencé à travailler à 20 ans. Donc bon, ça fait une dizaine d'années que je bosse. Mais si tu veux, au départ, j'étais pas tellement prédestinée à faire ce que je fais aujourd'hui, puisque j'ai un diplôme de journalisme. Moi. Je suis diplômée de journalisme d'investigation. Puisque c'est vers là que je me destinais. Enfin voilà, j'ai toujours été passionnée par les sujets de société. J'ai toujours souhaité mettre mes convictions, je dirais, à profit de mon métier. Et pour moi, je m'inscrivais vraiment dans le journalisme, puisque c'était ça qui me bottait, voilà, d'écrire, d'aller creuser des sujets, voilà, de construire. Enfin voilà, c'était vraiment cette réflexion-là qui m'animait. Et puis si tu veux, donc je dirais que le premier, une des premières étapes qui à l'époque était douloureuse et puis au final aujourd'hui je tire que le bon de tout ça, c'est mon premier emploi en tant que journaliste, mon premier contrat que j'ai signé et où j'ai tout simplement fini au prud'homme. Voilà, puisque j'ai pas été payée, voilà, tout simplement. Donc, euh, bon, c'est une Voilà. raison, je pense, légitime d'aller, Oui. voilà. Je comprends, oui. Donc voilà. Donc en fait, ça s'est terminé au Prud'homme. Donc en fait, ça c'est ma première expérience professionnelle qui a été, je te dis, en fait, c'est marquant, mais marquant un peu dans la douleur, dans le sens où, c'est une des illusions quand, voilà, tu trouves un truc qui te plaît et au final, ça se termine comme ça. Mais bon, tu vois, genre, j'ai rebondi après ça en me reformant, en reprenant une formation qui était pas forcément très passionnante pour moi, mais en fait où j'ai pu, moi, si tu veux, rentrer en tant qu'alternante et faire de la com. Et en fait, je suis arrivée dans la tech vraiment par hasard, c'est-à-dire que, en fait, tu vois, quand tu cherches une alternance, c'est très difficile de trouver des entreprises. Donc en fait, j'ai ratissé très 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 large jusqu'à tomber donc sur mon ancienne boîte où en fait
on m'a proposé d'être alternante en communication et c'était une boîte de la tech, une ESN à Rolla et si tu veux, je connaissais absolument rien de ce monde-là, mais ça a été une rencontre, un kiff où en fait je suis tombée sur des gens passionnés par leur métier, voilà, un public de dev qui est très voilà, qui est très informé, qui est très animé par ce qu'ils font, avec quand même toujours beaucoup cette volonté de d'améliorer les choses, tu vois. Euh, donc c'était une rencontre, voilà, je dirais que c'est le deuxième moment marquant de ma carrière, puisque c'est d'ailleurs dans cette boîte-là que j'ai rencontré Guillaume et Jonathan. En fait, moi j'ai rejoint Shodo en 2020, mais je connais John et Guillaume depuis 2016. Donc tu vois, ça va faire une dizaine d'années. Donc voilà, ça c'est un deuxième fait. Et puis ensuite, la création de Shodo, Guillaume et John décident de créer Shodo. Et puis en fait, la chance que j'ai encore une fois, c'est que en fait Shodo c'est une ESN, c'est une boîte qui a un modèle qui est un modèle social qui est très fort. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais si tu veux, qui est si fort que Guillaume et Jonathan ont pris ont fait le pari que contrairement aux autres boîtes du secteur, en fait, les ESN, on a, je dirais que le nerf de la guerre, c'est d'aller chercher des talents, c'est le recrutement, tu vois. Et puis ensuite, d'aller chercher des clients pour placer les gens, Mhm. les salariés. Mais en fait, si tu veux, tu as vraiment une tout, tout un pan du travail, toute une partie du travail qui est vraiment dédiée au recrutement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a peu de devs en fait sur le marché. Ouais. Donc tu vois, c'est très tendu pour aller les chercher. Donc c'est vraiment une guerre des talents, tu vois. C'est pas Ok. très beau comme terme, mais il y a un peu ce truc-là où c'est vraiment très tendu. Et, euh, et en fait, si tu veux, en ESN, classiquement, tu as des équipes de recruteurs qui vont passer beaucoup de temps à aller ce qu'on appelle chasser. Donc tu vois, c'est pas très Mhm. joli comme terme, mais en fait aller sourcer les talents sur LinkedIn et via tous les réseaux possibles et inimaginables pour aller accrocher du dev et en fait recruter et faire venir dans ta boîte. Et en fait, Shodo, grâce à son modèle social attractif, donc basé sur la redistribution des richesses, sur l'équilibre vie pro-vie perso, enfin tu vois, je pense qu'on aura le temps de Oui, détailler on va revenir un en peu tout ça détail. parce que c'est très riche. Tout Mais à en fait. fait, si tu veux, eux, l'idée qu'ils se sont dit, c'est OK, on n'aura pas besoin de mettre beaucoup d'efforts pour aller recruter, puisqu'on est certain de l'attractivité de notre modèle. Par Mhm. contre, il faut faire parler, tu vois. Ouais. Faut qu'on fasse parler de nous. Donc en fait, si tu veux, Guillaume et John, ce qu'ils ont décidé, c'est que plutôt que d'aller recruter un recruteur ou un commercial, puisqu'en fait Guillaume était recruteur, lui à la base dans notre ancienne boîte, et John avait la casquette commerciale, ils se sont dit notre première dépense, notre premier investissement au staff, ça va être de la com. Et en fait, Mhm. ce qui est très rare, hein, la com, si tu veux, ça fait partie des fonctions support. Mhm. Donc en fait des coûts et des coûts qui sont un peu relégués au second plan, tu vois, en mode bon la com c'est sympa, mais on va tout mettre sur le recrutement et le commerce. Et tu vois, il y a eu un pari de leur part qui a été fait, et je dirais que c'est un pari gagnant puisque Mhm. en fait on a pu en voir les effets assez rapidement puisque à partir du moment où on a on a publié le manifeste, vraiment où tout est expliqué sur le modèle Shodo, vraiment notre fonctionnement. En fait, tout est transparent sur notre manifeste. Et en fait, à partir du moment où on l'a publié sur les réseaux sociaux, euh, ça a fait un petit buzz. Et puis, en Mhm. fait, on a eu une flopée de candidatures spontanées par la suite, et ce qui continue toujours, tu vois. Et ce qui est Ouais. extrêmement rare, en fait, dans notre secteur. Ouais. Et aujourd'hui, on peut dire que 80% de nos recrutements sont dus à la candidature spontanée ou à de la cooptation. Mhm. Donc, ce qui est quand même une stat assez inédite. Et donc, voilà. Et en fait, si tu veux, je dirais que là, c'est le troisième, vraiment le troisième moment de ma carrière qui m'amène à ce poste aujourd'hui. Mhm. C'est en fait, c'est un moment qui est assez long. C'est la chance de pouvoir intégrer Shodo au tout début de l'aventure, de pouvoir travailler vraiment avec beaucoup de proximité avec les deux cofondateurs, avec Guillaume et Jonathan, de les voir évoluer eux aussi en tant qu'entrepreneurs,
vois, parce que Mhm. c'est leur première boîte. Donc en fait, d'être à leur côté, de les avoir en modèle, j'ai envie de dire, et en fait d'aller d'avoir la possibilité toujours de poser des questions, d'être très active en fait, et eux m'ont euh, aussi toujours mis activement dans les conversations. Et en fait, bah, quand il a fallu justement passer groupe et du coup penser à déléguer un peu certaines fonctions pour eux prendre de la hauteur, bah, Mhm. ça a été assez naturellement qu'ils se sont tournés vers moi puisque bah, j'avais cette place historique auprès d'eux, quoi. Donc, quand tu rentrais chez Chaudot, tu avais déjà en tête que tu pourrais gravir les échelons un jour ou pas du Pas tout? du tout. Pas du tout, parce que en fait c'est très simple. Si tu veux, au départ Shodo, c'est le projet, c'est d'être alors un speakeasy. Bon, je sais pas si tu sais ce que c'est qu'un speakeasy. Expliquer pour expliquer aux C'est auditeurs. un, tu sais, c'est les bars où tu rentres par des rentrées complètement, enfin des entrées complètement cachées. Tu vois, c'est des Mhm. bars cachés. Donc Ouais. à côté de nos locaux, par exemple, on a un bar où tu rentres par une laverie. Tu vois. Mhm. La porte, voilà. Donc ça, c'est un peu. Et en fait, l'idée du speakeasy, c'est d'avoir un endroit un peu caché où t'es bien, où tout le monde est à l'aise et t'es un peu dans tes chaussons et voilà, t'es bien, quoi. Et en fait, au départ, l'idée de Chaudron, c'est ça. C'est de rester une boîte à 50 et voilà. Et on va faire notre petite popote dans notre coin et on est bien. Et puis en fait, à un moment donné, enfin, Guillaume et John se rendent compte que ils sont animés par l'idée de vouloir changer les choses, le monde du travail, le monde de la tech, et que le modèle, si tu veux, il est fort, il est puissant, il est robuste. C'est-à-dire qu'en fait, Shodos se monte en 2019, en 2020 on se prend le Covid. Mhm. Donc tu vois, mars 2019 et en janvier, mars 2020 on se prend le Covid. Donc un an après la création Covid, autant dire que ça aurait pu nous scier les jambes. Enfin, ça aurait pu mettre Ouais. fin au projet parce que nous enfin c'est affreux. Tu vois, il y a eu même en ESN alors que c'est quand même un secteur qui rapporte des sous. Hein. Enfin voilà, on va pas se mentir, mais il y a eu du chômage, voilà, des mises au chômage pour pouvoir supporter la période, des licenciements, enfin voilà, des trucs affreux qui se sont passés suite à ça. Mais en fait, Shodo, nous, on a testé la robustesse du modèle, c'est-à-dire que euh, en ayant aussi peu de marge fixe, voilà, hein, il y a un petit staff, on n'a pas de locaux. À l'époque, on n'a pas de locaux, on a des tout petits locaux. Pour te dire, on a un bureau de 12 mètres carrés, je crois, en espace de coworking. En fait, on a la possibilité d'aller, comme on donne beaucoup de congés, bah, du coup, on donne la possibilité aux gens de prendre des congés et en fait, de pas avoir à faire de l'intercontrat, en fait, de pas avoir à facturer, euh, pas avoir à payer les gens sans qu'on ait de la facture. Enfin, tu vois, en fait, il y a tout un jeu de vases communicants qui fait que notre modèle, il est éprouvé et il est robuste. Mais pour ça, en fait, pour montrer que ça fonctionne, on peut pas rester à 50. Ouais. Tu vois. Il faut aller chercher, il faut montrer que on est capable d'accueillir plus de monde et que le projet en grandissant fonctionne toujours. Tu vois. Et en fait, Guillaume et John décident du coup de monter une première filiale. Euh, c'est une opportunité, voilà. On fait ça avec un proche de John, voilà. Première filiale à Nantes. Euh, donc on y met un profil commercial et un profil en fait tech, qui est en fait un salarié historique de Shodo. Donc tu vois, on va faire aussi, enfin les plafonds de verre, on le casse et j'en suis l'exemple. Mais tu vois, on le casse avec les femmes, mais on les casse aussi avec les devs, puisque les devs, si tu veux, sont pas non plus tellement censés passer à la direction de boîte. Donc en fait, tu vois, il y a tout un, il y a tout un jeu qui se fait là-dessus où en fait l'idée c'est d'aller réinventer les règles et de redonner du sens au salariat et surtout d'aller ouais casser je dirais casser les murs, les croyances, les fausses croyances que chacun chacune on peut se mettre, mais aussi celles qu'on nous colle. Et de montrer que ça fonctionne. Et voilà, en fait, de 2019 à 2025,
On est passé donc de 0 à 150 personnes et de Clodo, donc maison mère, à aujourd'hui une dizaine de filiales à Lyon, à Nantes, des verticales à Paris, on est à La Réunion, on est à Lille, on est à Rennes. Enfin voilà, on s'est étendu et on espère que ça va continuer. Ton annonce de nomination donc, en tant que DG de Chaudot Paris a été faite alors que tu étais enceinte, avec une Oui, prise de poste prévue un an plus tard. Qu'est-ce que ouais, bah tu vois. ça a représenté pour toi, à la fois en tant que femme et puis en tant que professionnelle? Et bah, tu vois, on en parlait d'aller pulvériser un peu les fausses croyances et les clichés. Bah, ça commence en fait, par s'appliquer ça à soi-même et en fait par des choses concrètes. Et en fait, si tu veux, en 2000, je tombe enceinte en 2022. Euh, je l'annonce très vite à Guillaume et Jonathan puisque en fait, je me dis que j'ai envie de leur faire part de cette bonne nouvelle et que si malheureusement ça venait à devenir une moins bonne nouvelle, si voilà, on est toujours un peu prudent les 3 premiers mois en fait théoriquement, mais en fait je décide de leur en faire part parce que s'il y a une épreuve à surmonter, je veux qu'ils en fassent partie, tu vois. Je leur fais confiance pour qu'ils fassent partie de ça si ça devait être les cas et bien heureusement, ça ne l'a pas été. Mais donc on a pu kiffer la nouvelle, voilà, de bout en bout. Mais en fait, voilà, je leur annonce très vite et en fait, en janvier 2023, donc je suis enceinte de 2 mois et quelques, et ils me proposent de prendre la direction de Chaudot. Donc qui devient ensuite après le groupe, mais si tu veux, l'idée c'est vraiment voilà d'aller en fait de dire que voilà de me proposer ça. Euh, donc j'hésite pas longtemps. Et en fait, le deal, c'était voilà, de me laisser le temps de passer ma grossesse, de reprendre ensuite après mon congé maternité et d'officialiser les choses, donc en janvier 2024, pour pouvoir me laisser le temps un peu d'atterrir et de revenir. Et en fait, si tu veux, à l'époque, quand on me propose ça, John et Guillaume me disent que voilà, ils me font confiance, que ils savent qu'en fait, je n'ai pas le profil idéal. Enfin, idéal Mm. selon ce qu'on entend. Voilà, je j'ai pas de formation commerciale, théorique. Je suis jeune, je suis une femme. Je viens de la com en fait. Enfin, tu vois, genre ça n'est pas du tout le profil recherché, je pense. Enfin voilà, je pense que cette opportunité-là, je n'aurais potentiellement pas pu l'avoir ailleurs que chez Shodo. Euh, mais en fait, ils me disent que voilà, quelque part, je les ai vus grandir, j'ai été avec eux. À quoi bon aller chercher quelqu'un à l'externe? Enfin voilà, il y avait quelque chose qui collait pas ni avec leurs convictions, ni avec leur envie. Et puis John me dit surtout, ça va être une belle histoire. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que c'est une belle histoire. Ça montre que c'est possible et qu'en fait, d'aller faire confiance à des talents, à des personnes en interne, c'est c'est aussi s'assurer, je pense, la pérennité des valeurs de ta boîte. Parce que en fait, les hard skills, d'aller faire de la gestion, d'aller gérer, faire du management, ça s'apprend. Ça s'apprend si tu as envie de l'apprendre. Si tu as envie de le faire, ça s'apprend. Par contre, les valeurs de Shodo, qui sont de la transparence, de la redistribution, voilà, avec des valeurs très marquées d'inclusion. Enfin voilà, moi, ça faisait déjà un an que j'étais vraiment très investie, notamment sur tous les sujets féministes et de ce qu'on appelle la sororité chez Shodo. Et pareil, je pense qu'on va en parler, mais voilà, ça faisait un moment que j'étais très investie là-dedans. Et en fait, si tu veux, ces valeurs-là, ça s'invente pas. Ça s'apprend pas, ça se cultive et je les avais cultivées chez Shodo, alors que voilà, les compétences plus techniques, ça s'apprend et pareil, encore une fois, ils ont fait le pari. Et écoute, voilà, je prends mon poste petit à petit et j'ai plutôt l'impression que ça fonctionne parce que, écoute, on est encore là, on est encore vivant et ça se passe très bien. Et comment tu as vécu cette période de transition entre ben, quelque chose de nouveau pour toi, hein, la maternité, et puis d'ailleurs même si c'était pas nouveau, enfin c'est toujours une nouvelle expérience, et puis la préparation pour prendre les rênes ensuite de la direction générale?
Et bah écoute, alors pour moi c'était nouveau parce que c'était mon premier bébé et en effet c'est en fait je pense qu'il y a une grande part de d'inconscience en fait, tu sais pas. Tant que t'as pas mis les pieds dedans, tu sais pas. Oui, oui, Donc je suis d'accord. hein, tu vois. Oui, bien sûr. En fait, moi j'étais persuadée que la maternité ça n'allait rien changer à ma vie. Mhm. Voilà. Déjà, voilà, pauvre de moi. Pour qui je me suis pris, tu vois. Mais en fait, si tu veux, j'avais cette certitude, mais je pense que en fait j'avais cette certitude. Pourquoi? Parce que bah, j'avais un compagnon qui était là et qui m'a rassurée beaucoup. Enfin, en fait, mon mari, lui, quand il a su que j'allais être nominée, il a décidé de passer indépendant pour pouvoir justement. Il travaille aussi dans la tech et il est passé indépendant pour justement pouvoir bah, avoir de la flexibilité au niveau de son emploi du temps, de ses horaires. Mhm. Enfin, voilà, tu vois. Donc il y a eu en fait, si tu veux, c'est un projet qui me concerne, mais qui en fait a concerné toute la famille. Et puis euh, et puis en fait, j'ai été aussi vraiment très rassurée par Guillaume et John, parce qu'en fait, à partir du moment où on met en place des mesures féministes, euh, justement aussi très en faveur de l'égalité des genres, mais aussi dans la parentalité. Tu vois, chez Shodo, en 2023, donc du coup avec la sororité, notre cercle en mixité, en fait notre cercle de réflexion en mixité, ce que j'ai celui que j'ai décidé de créer. Euh, donc en fait, l'idée c'était de se réunir entre femmes et personnes en fait, entre personnes concernées par l'inégalité de genre qui plus est dans la tech. Hein, il y a que Mhm. 17% de femmes développeuses, hein, donc tu vois, c'est quand même pas énorme. C'est très très peu mixte. Et en fait, l'idée moi que je voulais, c'était de pouvoir se réunir entre femmes sur le temps de travail pour pouvoir réfléchir à comment améliorer le modèle Shodo Mhm. sur ces questions d'égalité de genre, parce qu'en fait, malgré notre modèle attractif, les congés supplémentaires, la rémunération qui est indexée en fait sur les années d'expérience, tu vois, on a une grille de salaire publique et transparente indexée sur les années d'expérience, qui fait que tu n'as plus de discrimination à l'embauche ou de négociation à faire pour ton salaire, en fait, que tu sois une meuf, bon négociateur ou pas, tu seras payé pareil. Tu vois, ça c'est quand même voilà. Donc, Oui, alors, donc tu vois, justement, ouais, ouais, on peut prendre le temps d'expliquer bien ce modèle ouais, chaud maintenant. Parce que c'est justement là, voilà, t'as fait la transition naturellement. Mes questions arrivent là-dedans. Donc, effectivement, l'entreprise dans laquelle tu travailles a développé, tu l'expliques depuis le départ, hein, tout un modèle enfin une culture d'ailleurs particulière de respect, notamment de l'humain ouais, et d'inclusion. Alors, voilà, tu peux peut-être nous détailler point par point, s'il te plaît, voilà, les différents éléments qui composent ce modèle bien pour sûr. qu'on comprenne bien tout ce qu'il y a dedans. Alors en fait, si tu veux, donc le modèle Shodo, il a de particulier et d'assez innovant tout ce qui va être la redistribution des richesses. L'idée, si tu veux, c'est que nous, notre travail, je te le disais, c'est d'envoyer des devs en clientèle. Et donc, le client, pour la prestation que fournit le la chaudoeur en mission, va donc payer par jour une prestation, ce qu'on appelle un TJM, donc un taux journalier. Hein, donc un taux journalier, voilà. Donc il paye une prestation par jour. Euh, Nous, ce qu'on a décidé, c'est que on allait prendre une marge fixe et transparente pour les deux parties, donc aussi bien pour le salarié, la salariée que le client, une marge fixe sur chaque profil. Donc l'idée, c'est que nous, on prend donc un TJ seuil, voilà, un TJ seuil. Donc je vais parler grossièrement, c'est pas exactement ça, mais 600 euros par jour. Sur ces 600 euros par jour, tout ce que le client paye au-dessus, ça revient à le ou la salariée. Tu vois. L'idée, c'est vraiment ça. C'est vraiment de partir sur quelque chose de très clair et de très transparent pour pouvoir redistribuer au maximum le fruit du travail à nos membres. Parce qu'en fait, c'est un peu le travers, enfin, c'est le travers des ESN, c'est que c'est très opaque. Mhm. L'idée, c'est de quand même de quand même plus ou moins jamais donner un peu ce que tu vas rapporter à la boîte. Parce que sinon, toi, en tant que prestataire, parce que sinon, toi, tu pourrais quand même avoir l'idée d'aller demander une augmentation à la fin de l'année. Donc en Mhm. fait, tu vois, c'est voilà la structure, je dirais, l'entreprise va être très, très opaque sur le chiffre d'affaires que tu rapportes pour pouvoir en faire toujours plus.
Ouais. Et en fait, Shodo, c'est vraiment d'aller renverser la tendance et de se dire, OK, donc nous, on va vivre avec ça. Donc nous, c'est en l'occurrence, c'est 30 000 euros par an par profil. Voilà. Mhm. Et en fait, c'est de vivre donc du coup avec un minimum, ce qu'on estime être le minimum dont on a besoin pour pouvoir payer les charges fixes, les salaires du staff, voilà. Mhm. Et en fait, de redistribuer tout l'excédent aux salariés. Donc, et ça, en fait, l'excédent, il est redistribué en rémunération supplémentaire, en congé supplémentaire et en journée qu'on appelle communauté, où en fait l'idée c'est donc ce sont des journées travaillées mais qui ne sont pas facturées en clientèle. Donc en fait ce sont des journées qui servent aux membres à pouvoir se retrouver entre showdoers, apprendre, partager, mener des projets voilà autour de la tech ou pas. Enfin voilà, c'est vraiment ça, c'est en fait d'aller redistribuer du temps pour pouvoir connaître ses collègues parce que mine de rien en ESN, t'es chez tel, t'as un tel qui était chez tel client et une telle qui est chez l'autre client. Il y a ce sentiment d'appartenance à ton ESN qui est compliqué à créer. Tu vois, Mhm. c'est être dispatché, voilà, tu peux vite te sentir plus appartenir plus finalement là où tu factures en mission qu'à ton employeur, et ce qui est quand même dommage. Donc voilà, on a aussi voulu donner du temps pour qu'ils puissent se retrouver entre elles, entre eux. Donc ça, c'est vraiment les bases du modèle Shodo. Ça me permet juste une seconde. Redistribution, transparence. Juste une question. Donc, du coup, tu les appelles les chaudours et au féminin, c'est ça? Show, show doer, parce qu'en fait, Ouais, c'est show c'est anglais. doer dans le sens doueur, où en fait, D'accord. ils ont toutes et tous les mains dans le cambouis, les mains dans le code. Donc, ils Donc, sont du coup, et puis, ça a l'avantage d'être neutre en d'être anglais, ce qui est neutres quand même pas en mal. deux genres, ouais. Et du coup, ils sont tous et toutes donc salariés de Ouais, l'entreprise et donc ne travaillent ne travaillent qu'avec vous et donc en mission oui, chez des clients ou pas en mission exactement. parce qu'il peut y avoir des trous, j'imagine. C'est Exactement, ce l'intercontrat qu'on dont a. tu parlais tout à l'heure. Exactement, c'est ça, c'est l'intercontrat, voilà, entre deux contrats. Ok. Bah, je te laisse poursuivre du coup avec le modèle Shodo. Ouais, et donc si tu veux, donc il y a ça, il y a donc en 2019 vraiment ce sont les fondements que je viens de t'expliquer, transparence, redistribution des richesses, voilà. Mhm. Et si tu veux, moi quand j'arrive chez Shodo en 2020, donc il y a déjà quelques membres, donc on publie le manifeste, mais donc il y a beaucoup de candidatures qui affluent, donc ce qui est très chouette, mais pas de candidature de femmes. Mhm. Il n'y a pas de femmes. Alors que, bon, il y en a peu dans la tech, on l'a compris, mais il y en a quand même, en fait. Elles existent. Ouais. Et on devrait en recevoir, mais on n'en reçoit pas. Et là, quand même, il y a au départ un peu ce truc de se dire, bah, comment ça se fait? Alors oui, peut-être que les ESN, ça peut, c'est quand même, étant donné que tu peux changer de mission, d'endroit, c'est un petit peu moins stable. Donc peut-être que les femmes ont besoin de plus de stabilité et tout ça. Mais en fait, oui et non. Enfin, toutes les femmes ne sont pas mamans, toutes les femmes n'ont pas besoin de stabilité. Enfin, en fait, tu vois, il Oui. y a quand même ce truc-là, quoi. On ne doit pas réduire les femmes à la maternité quelque part. Oui. Puis les Et hommes ont la même problématique, de toute façon. exactement, Ils sont c'est aussi ça, liés à un endroit quand ils ont des enfants. Donc, exactement. Et donc, tu vois, mais au départ, on a nos propres biais. oui. Mais il y a quand même ce truc de se dire comment ça se fait qu'on n'attire pas les femmes. Et puis, en fait, c'est au fur et à mesure, moi aussi, peut-être du fait que je m'informe de plus en plus sur les questions de féminisme, que du coup, j'en parle de plus en plus avec Guillaume et Jonathan. Voilà, ils ont été très ouverts, voilà, au dialogue. On en a beaucoup parlé. En fait, il y a eu ce côté un peu militant chez moi dans le sens où j'étais vraiment engagée à essayer de leur ouvrir l'esprit, puisqu'en fait, mine de rien, c'est deux gars qui ne sont pas confrontés à ces problématiques-là. Donc, c'est tout à fait quelque part normal de ne pas y penser. Tu Mhm. vois, il y a ce truc-là. Donc, du coup, en fait, moi, ça a été ça pendant quelques temps, jusqu'à ce que je leur demande la possibilité de créer donc un cercle en non-mixité, un cercle de réflexion entre nous, entre femmes et personnes qui s'identifient en tant que telles, pour pouvoir se retrouver sur le temps de travail
et non pas sur le temps perso. Ça, c'était vraiment un pied, enfin un point d'honneur que je mettais, sachant que, comme je te disais, il y a déjà ça dans l'ADN Shodo, hein, de se retrouver sur le temps de travail, mais sans facturer chez le client. Mais en fait, là, l'idée, c'était de pouvoir se retrouver donc entre nous, entre personnes concernées, pour pouvoir challenger le modèle Shodo, savoir ce qu'on pouvait faire pour pouvoir attirer plus de femmes et pour pouvoir en fait améliorer aussi leurs conditions de travail. Vraiment, c'était ça, la sororité, quand elle a été créée, c'était ça. Et si tu veux, donc au départ, la réaction de Guillaume et John, elle a été, je dirais, classique. C'est-à-dire que la non-mixité, ils n'étaient pas pour du tout. Mhm. Parce que bah, ils estiment qu'en fait, ils estimaient que les hommes n'avaient pas à être exclus du débat. Donc, il y a une réaction assez classique parce que la non-mixité, de toute façon, ça fait toujours un peu grincer des dents. Et en Mhm. effet, il y a un peu cette idée de se dire, mais attends, en quoi il y aurait besoin de nous exclure? Le féminisme se gagnera pas sans nous. Enfin, voilà, ok. Mhm. Et donc, c'est là, en fait, que, si tu veux, je leur ai expliqué que, euh, bah, en fait, quand t'as des mecs euh, autour de toi. Et finalement, ça se vérifie. Hein, bah, Mhm. ils ont une tendance quand même à prendre plus la parole que les femmes, à couper plus la parole des femmes. Ils se coupent la parole entre eux aussi, mais ils coupent Ouais. plus la parole des femmes. Voilà, le interrupting, ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'il y a un homme dans une réunion, il peut y avoir que des femmes autour, il va occuper 75% du temps de parole. Voilà. Ouais. Et puis tu vas aussi avoir le phénomène du chevalier blanc, tu vois, Mhm. du gars qui va dire, qui va en fait un peu te couper la parole et te dire oui, mais les filles, il faut faire ci, il faut faire ça, mais moi, je suis pas comme ça. Ouais, ouais. Regardez, enfin, tu vois, en fait, avoir un Ça va peu un tourner donneur de autour de leçons. lui, au lieu de tourner autour des problèmes concrets. Voilà, voilà, c'est ça. Il va un peu, voilà. Et c'est avec cet argument-là d'ailleurs que il y a eu un déclic chez eux, puisqu'en fait, ils voyaient exactement de quoi je parlais, en effet, puisque en fait, ça se voit, ça se vérifie très facilement. Et en fait, là, ok, la non-mixité, ok, ils se sont dit, en effet, l'idée, c'est pas d'aller nous exclure, c'est juste de pouvoir libérer la parole, pouvoir Ouais. parler entre nous, et en fait, aller plus vite, quelque part, gagner en efficacité. Et tu Ouais. vois, quand tu es une entreprise, l'idée, c'est quand même que ce soit le plus efficace possible. Bah, Quand bien tu donnes sûr. du temps à tes salariés, voilà, du temps un peu gratuit, si tu veux, hein, parce que c'est à la charge de Ouais, l'entreprise, j'imagine. hein, Mhm. il faut que ce soit efficace. Donc, et ça l'a été, puisqu'en fait, en 2 après-midi de sororité, on a réfléchi aux problématiques qu'on avait soulevées, et donc en fait initier des débuts de solutions pour pouvoir justement bah, challenger et faire évoluer le modèle Shodo, voilà, pour continuer à parler de justice sociale, puisque nous, c'est ce qu'on défend aussi chez Shodo, tu vois, en étant bah, comme ça très branché, équité, pouvoir redistribuer le fruit de son travail aux salariés. Enfin, tu vois, il y a quelque Mhm. chose de très engagé chez nous. Mais en fait, tu peux difficilement continuer à parler de ça si en fait dans tes effectifs, t'as pas un minimum de mixité, tu vois. Euh, donc voilà, et en fait, donc on est arrivé avec des constats, c'est-à-dire que voilà, une entreprise, qu'elle soit euh, bienveillante ou pas, avec un modèle social ou pas, si c'est pas brandé euh, inclusif, notamment pour les femmes ne vont pas s'adresser à toi. Parce qu'en fait, elles préféreront peut-être aller trouver des boîtes où tu sens qu'il y a des nanas déjà dans les effectifs, Mhm. où il y a une politique dédiée. Tu vois, en fait, ça, et puis ça se vérifie, tu vois. Je discutais avec une femme qui milite pour justement plus d'écriture inclusive, tu vois. Ça peut être Mhm. un débat qui paraît secondaire, mais tu sais que quand tu mets tes annonces d'emploi à la forme masculine et féminine, tu as Mhm. 3 fois plus de candidatures de femmes. Enfin, tu vois, en fait, Ouais. tu as besoin, toi, en tant que femme, d'être rassurée que tu te sentiras bien au bon endroit, parce que, en fait, notre parcours au travail, il est toujours semé d'embûches, ce qu'il est quand même moins pour les hommes. Et en fait, si tu as un propos neutre, tu vois, si tu ne Mhm. parles pas de forcément d'inclusion ou quoi que ce soit, je pense que le neutre, il est masculin,
tu vois. Donc, c'est ce qu'on nous Mhm. apprend. Et Ouais. que si c'est neutre et que tu n'as pas d'éléments, en fait, pour dire aux femmes, vous serez les bienvenues chez nous, il y a une politique qui sera dédiée pour vous, voilà, eh bien, en fait, elles passeront leur chemin parce que c'est bien normal. Tu vas là où tu te sentiras en sécurité. Et en fait, donc, avec la sororité, ce qu'on a fait, c'est que on a voulu mettre en place, par exemple, un congé mensuel. Mhm. Tu vois, ça c'est la première mesure qui a été mise en place puisque elle a l'avantage de concerner toutes les femmes, tu vois. Alors toutes les femmes qui étaient chez Shodo, voilà, parce que il n'y a pas forcément de cas de ménopause ou voilà, mais en tout cas, l'idée c'était d'aller adresser un message universel en disant on vous reconnaît pour ce que vous êtes avec vos douleurs. Voilà, ça arrive à toutes. T'as des mois où tu te sens pas bien, t'as des mois où tu te sens bien, mais voilà. Et donc en fait l'idée c'était d'aller mettre voilà un congé mensuel sous forme de cagnotte où Shodo, l'entreprise, abonde de 10 jours de facture dans une cagnotte. Donc euh, une telle facture 700 euros à son client. Donc Mhm. 10 jours, ça fait 7000 euros. 10 fois 7, 10 fois 700, ça fait 7000 euros. Donc Shodo met 7000 euros dans une cagnotte pour chacune des personnes menstruées et chacune peut aller piocher dans cette cagnotte sans demande de justificatif, sans en faire la demande, voilà, et prendre un, deux, 3 jours si elle a besoin. Et en fait, c'est ça le principe d'équité aussi, c'est que, bah, tu vois, t'as des nanas qui n'ont pas besoin de congé menstruel parce que tout se passe bien et c'est tant mieux, quand d'autres en ont besoin, mais besoin de plus d'un jour ou deux, tu vois. Oui. Et évidemment, le congé menstruel n'est pas là non plus pour cacher les réalités, je dirais plus pathologiques comme de l'endométriose, de l'adénomiose. L'idée c'est de pas, voilà, enfin s'il y a de tels problèmes, de telles pathologies derrière, on encourage bien évidemment les membres à aller se faire reconnaître médicalement pour pouvoir mettre en place derrière des choses s'il y a besoin. Et donc en fait voilà, ça a été la première, je dirais la première mesure la plus universelle. Et puis après, on a mis en place beaucoup de mesures aussi en faveur de la parentalité et de l'égalité des genres, qui concernent aussi bien les hommes, les papas et les coparents que les femmes. Donc l'idée, tu vois, par exemple, c'est d'aller, nous on a rendu le congé coparent obligatoire dans son entièreté. Aujourd'hui en France, tu as la possibilité de prendre 28 jours de congé paternité, voilà, second parent. Euh, mais en fait, tu n'as que 7 jours qui sont obligatoires. Ça veut dire que papa peut retourner au travail après 7 jours en laissant maman seule avec bébé, voilà, 7 jours après son accouchement. Ou 3 jours après l'accouchement et prendre que 4 jours. Enfin bon, bref, enfin, tu vois, c'est quand même très peu, quoi. Enfin, quand, Oui. voilà. Hein. Et, euh, et en fait, ça, on a dit que ça, c'était mort. Parce que nous, l'égalité des genres, ça se gagne bah, aussi avec les hommes et aussi avec les coparents. Et en fait, pour aller soulager la charge mentale des femmes, le coparent doit prendre sa place. Donc, tu vois, on a rendu le congé second parent obligatoire dans son entièreté. Donc, quand tu accueilles un enfant, tu resteras 28 jours à la maison. Et évidemment qu'on aimerait étendre encore plus ce congé pat, mais chaque chose en son temps. Euh, Ce qu'on a fait aussi, c'est que voilà, on maintient le salaire dès la première année pour aussi bien pour la maman que pour le papa ou le coparent. Voilà, tu peux arriver enceinte chez Shodo que tu pourras prendre un congé maternité et être payé. Tu vois, t'as pas besoin d'attendre un an révolu pour pouvoir maintenir le salaire. Donc il y a ça, il y a un congé donc arrêt naturel de grossesse, autrement dit fausse couche, mais bon, qui n'a rien de faux, qui est aussi bien accessible donc à la personne concernée physiquement qui a perdu le bébé, mais aussi bien au conjoint. Tu Mhm. vois, nous l'idée c'est que un shodower peut accompagner sa compagne, même si elle travaille pas chez Shodo, hein, si celle-ci venait à perdre son bébé. Parce qu'en fait, il y a des étapes qui se vivent en couple et en équipe, Oui. et celle-ci en fait partie. Pareil pour une IVG. Tu vois. Si un shodower devait, sa compagne devait subir une IVG, eh bien, il pourrait l'accompagner. Et ça, c'est des congés donc de 5 jours, Mhm. euh, voilà, qui sont offerts par Shodo aux personnes que ça concerne. Et puis, je dirais une des mesures aussi la plus parlante et la plus engagée peut-être, tu vois, en faveur justement de l'égalité des genres et de la répartition de la charge mentale qui revient le plus souvent à la maman, hein, on le sait. Mhm. C'est la prime compensatrice de congé parental, où en fait l'idée là,
c'est de payer un mois de salaire aux coparents qui viendraient à prendre un congé parental lorsque la salariée Chodo revient au travail. En fait, l'idée, c'est que on sait que le congé paternité est trop court, que le congé du coup maternité est du coup plus long. Hein. On le rappelle, c'est 16 semaines. En théorie, 8 semaines avant l'accouchement, 8 semaines après. Comparé à 28 jours, c'est quand même très peu. Hein. Ouais. Donc en fait, si tu veux, l'idée, c'est de laisser le coparent seul avec bébé comme maman l'a été. Mhm. Tu vois, maman l'a été pendant en théorie 8 semaines quand en fait papa lui est retourné au travail Ouais. et qui s'est occupé de bébé avec maman si tu veux. Mais en Ouais. fait là non, nous ce qu'on veut c'est que la salariée Chodo retourne au travail. On met en place un accompagnement évidemment pour la faire reprendre progressivement pendant un mois. Si tu veux, elle ne retournera pas en mission. On mettra en place un accompagnement en tech pour pouvoir lui remettre les mains dans le cambouis parce que 16 semaines sans coder, Mhm. sans bosser, il y a quand même de quoi être, et puis avec un bébé surtout, il y a Mhm. quand même de quoi être un peu déboussolé. Donc, tu vois, on l'accompagne. Mais en fait, si le coparent décide, lui, de rester à la maison pendant ce temps-là, eh bien, en fait, on lui finance un mois de salaire pour justement pallier au fait que, bah, en fait, un congé parental, c'est très, très, très peu rémunéré, c'est 400 balles hein, par la CAF. Donc, en fait, du coup, on ne donne plus, si tu veux, cette excuse aux coparents, au papa Couramment. Ouais. le plus souvent, voilà, de ne pas prendre ce congé parental pour des raisons financières, par exemple. Tu vois. Et ça, c'est une mesure dont on est très fier parce que euh, je pense qu'elle est très forte. Moi, tu vois, mon mari l'a fait. Mhm. Quand on a eu notre bébé, il a pris un mois de congé parental, ce qui n'aurait pas pu être possible autrement, puisque je te l'ai dit, il est indépendant, donc le Oui. congé paternité déjà c'était enfin voilà, c'était dans notre voilà. Euh, et donc le congé parental, 2 mois sans salaire, ça aurait été compliqué. Ouais. Et en fait, il l'a fait. Et tu vois, aujourd'hui, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est lui qui prend les rendez-vous médicaux pour notre fils. Tu vois. Alors que les stats veulent que en fait c'est 80% les mamans qui prennent les rendez-vous médicaux. Et ben à la maison, c'est pas ça. Et je pense vraiment que que de pouvoir avoir, enfin, que d'avoir pu partager la responsabilité parentale et l'expertise parentale dès Mhm. les premiers temps a fait que mon mari a pu mettre pleinement les pieds dans son rôle de papa et prendre la pleine mesure de responsabilité. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, et ben tu vois, on en parlait, mais d'avoir pu prendre mon rôle de DG, ça a été un travail d'équipe. Et c'est toujours un travail d'équipe. Et en fait, c'est là qu'on rentre du coup dans le côté cercle vertueux des mesures en fait qu'on a mis en place. En fait, en tant qu'entreprise, l'idée c'est quand même toujours d'avoir un retour sur investissement, hein, puisque là Mhm. c'est un investissement. Et en fait, on voit bien que quand tu soulages le quotidien de la salariée, bah, quelque part, elle restera engagée, elle restera plus en forme. C'est aussi, ça joue sur le bien-être. Et c'est en ça que l'entreprise a un rôle à jouer pour accompagner le bien-être et la santé mentale des salariés pour pouvoir pérenniser et être solide. Et tu vois, à titre d'exemple, aujourd'hui, on a un très faible taux de turnover, Mhm. alors que c'est un fléau hein, en ESN, hein, on l'estime à peu près à 30%. Donc en fait, tu as 30% des effectifs par an qui se renouvellent, c'est-à-dire qu'en Ouais. 3 ans, tu as une Ouais, nouvelle exact. boîte. En 100%, fait, ouais. tous Mhm. les Ouais. voilà, chez nous, c'est à moins de 5% par Ouais, an. donc c'est efficace. Et en termes d'impact justement sur le recrutement des femmes, puisque c'était ça à l'origine, Ouais. qu'est-ce que tu as vu comme impact? Bah écoute, ça a été très très efficace, j'ai envie de te dire, puisque en fait, à partir du moment où on a sorti notre manifeste donc de la sororité, Mhm. on a eu 3 fois plus de candidatures spontanées de la part de Mhm. femmes. On a doublé aussi les candidatures spontanées de la part des mecs. Donc en fait, comme Ouais, quoi, tu vois, voilà, ça les ça attirait envoie aussi. voilà, ça, des signaux pour Ouais, tout le monde. Et puis surtout, on a triplé notre effectif féminin. ouais. En 2 ans, on a triplé. En un an, on avait doublé. En 2 ans, on a triplé. Donc ça marche. Donc c'est Donc en fait, efficace. voilà, il y a des femmes dans la tech. Il faut juste bah, montrer que tu as envie de les accueillir et d'être et en fait d'avoir une politique RH qui est accueillante, rassurante et pensée pour.
Et donc, on a parlé beaucoup des aspects positifs, mais est-ce que vous avez rencontré ou tu as rencontré des résistances ou des difficultés pour mettre en place toutes ces pratiques, ces mesures? Écoute, non, j'ai. Alors, on me pose souvent la question, mais non, j'ai pas rencontré de difficultés particulières dans le sens où je pense que dans le chemin de décision, en fait, et comment ça s'est fait, on a fait, je dirais, les choses dans un ordre qui fonctionne. Mhm. C'est-à-dire que tu identifies un problème. Il n'y a pas de femme. Tu vois, le problème est identifié, il est très facile à identifier pour le coup, parce que là, ça se voyait. Il n'y a pas de femme. C'est un problème. C'est un problème parce que la tech aujourd'hui, bah, c'est partout, c'est tout le temps. Là, on se parle parce qu'il y a un outil tech dans ton enfin, dans ta poche, t'as de la tech. Enfin, la tech, elle est partout tout le temps et ça va aller encore plus loin, voilà. Et en fait, de se dire que aujourd'hui la tech, elle est conçue que par une seule partie de la population, c'est quand même un problème. C'est-à-dire qu'on a un outil qui nous concerne toutes et tous, mais qui n'est conçu que par tous. Donc tu vois, il y a quand même quelque chose où justement ça n'allait pas nous avec nos convictions de justice sociale quelque part. Tu vois, Mhm. tu peux pas, voilà. C'est et puis en fait on sait que la mixité dans une équipe ça aide à mieux concevoir, à être plus innovant, bah, parce qu'en fait tu penses à beaucoup plus de problématiques. Tu vois, la preuve en est, on a innové parce que une femme et chez Shodo en tout cas on a innové dans le modèle puisqu'une femme est venue avec ses propres problématiques. Enfin tu vois genre Oui. voilà, c'est mise en abîme, voilà, comme quoi ça se trouve. Et donc en fait, tu fais le constat donc d'un problème, peu de mixité, et en fait, la chose qui a été assez efficace, c'est que on est allé interroger le terrain. On n'a pas pensé des mesures à la place d'eux. Et ça, Oui. moi, c'est là-dessus vraiment que j'insiste. C'est que on est allé sonder le besoin des personnes qui étaient chez nous, tu vois. Euh, Parce que l'idée, c'est de ne pas. Enfin voilà, je pense qu'aujourd'hui, on est un peu dans un système, une société où on a beaucoup tendance à penser à la place d'eux, tu vois. Nos politiques Ouais. sont très C'est masculins et on c'est va. ça. C'est ce que Voilà, tu disais tout à enfin, l'heure quand tu reparlais de man interrupting, quand tu parlais voilà, du chevalier blanc. C'était ça. Ça aurait voilà. été, je te propose un panel de solutions, mais non, en fait, c'est pas celle-là qu'on attend, c'est pas ça dont on a C'est besoin. ça, c'est ça. Je le dis vraiment. Voilà, c'est ça. En fait, et ça a servi à ça en fait nos réunions Mhm. en mixité, c'est que on a été capable de dire voilà nous ce dont on aurait besoin, en tout cas les problématiques auxquelles on aurait besoin de répondre. Et et si tu veux, en fait à partir de ce moment-là, les difficultés, alors enfin il n'y a pas de difficulté déjà dans le discours et dans la narration, puisque en fait, ça coule de source, Mhm. problème, solution, voilà. Et puis après, ce qu'il y aurait pu avoir, ce sont des difficultés financières, par exemple. Oui. Tu vois, quand je t'expliquais la cagnotte de congé menstruel, une des premières choses qu'on nous dit, c'est oui, mais il va y avoir de l'abus. Mhm. Oui, évidemment, on ne demande pas de justificatif, on ne met pas de limite. Tu peux prendre autant de congés que tu veux. On Oui. pourrait croire qu'il y a de l'abus, sauf qu'en fait, il n'y en a pas eu. La première année, sur la centaine de jours mis à disposition, il y a moins de 10 jours qui ont été pris. Oui. Tu vois, il n'y a pas eu d'abus du tout. Et tu vois, c'est Gordon Forward qui est un entrepreneur qui a sorti une règle qui est très très parlante, je trouve, et dont on devrait un peu plus peut-être s'inspirer. Mais tu n'as que 3% d'effectifs dans une entreprise qui vont outrepasser les règles. Mhm. Donc en fait, si tu penses des mesures qu'en fonction de ces 3%, Oui. T'oublies les tu 97. punis Ouais. les 97 autres qui s'inscrivent dans le respect des règles. Ouais. Et en fait, tu vois, c'est quelque chose, c'est un mode de pensée qu'il faut inverser, c'est-à-dire qu'on a toujours peur de l'abus, on va toujours mettre des Oui. règles, des freins pour cadrer, pour tout ça. Moi, je pense très honnêtement que plus tu mets de restrictions qui envoient le message qu'on ne te fait pas confiance, plus tu auras envie de dire, bah très bien, si on ne fait pas confiance, je vais voir comment je peux aller chercher la petite bête, tu vois. En tout cas, je trouve que c'est tentant. Alors que quelque part, si tu dis, ok, ma confiance, je la donne,
parce qu'elle est précieuse, je te la donne, fais-en bon usage. Bah, je me disais, c'est précieux en fait. Donc tu as envie d'en faire bon usage. Tu vois. Et je pense que c'est ça la monnaie d'échange. Je te donne ma confiance, essaye Mhm. de ne pas la trahir. Et je pense que ça fonctionne très bien. La preuve en est, il n'y a pas d'abus. Euh, et puis en fait, ça apaise vachement le dialogue. Tu vois, t'es dans quelque chose de vachement plus positif. Euh, et en fait, c'est vraiment ça. Je trouve que assez chouette chez Shodo, c'est que Guillaume et John sont partis du principe que la confiance, elle se donnait d'emblée. Et, euh, et tu vois, bah, en fait, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un dialogue social qui est hyper apaisé. On est capable de parler des bonnes nouvelles comme des moins bonnes en toute transparence. Et en fait, enfin, moi qui suis à la com, enfin, en fait, je garde quand même cette casquette de Mhm. communication. Tu vois, je ne me pose pas de questions quand je communique sur les informations de la boîte. Je me dis pas, ah oui, tiens, ça, faut pas le dire. Je Non. dis, oui. Voilà. Tu le dis avec pédagogie, ça c'est normal, tu accompagnes Mhm. toujours. Mais j'ai jamais peur de faire une boulette, en fait. Oui. Tu vois. Et Ah, c'est même la charge sûr mentale que ça enlève. voilà, c'est clair. Et toi, personnellement, comment est-ce que tu as évolué en tant que leader à travers toutes ces étapes vécues au sein de Shodo? Bah, en fait, je pense que le leadership, je l'ai acquis au fur et à mesure, mais au fur et à mesure de ma montée en compétences. Et je pense que c'est quelque chose qui s'acquiert de jour en jour. En fait, il y a, si tu veux, il y a mon côté investissement qui a toujours été là, et je pense que je fais partie voilà, des profils, voilà, si on devait établir une typologie de salariés et de personnes, des profils qui sont très engagés au travail. D'autres le sont moins et ça les regarde, et voilà, c'est comme ça. Mais moi, j'ai toujours beaucoup aimé m'engager au travail, donc du coup, ce qui fait que bah, j'ai toujours essayé oui, d'amener mes idées, d'en faire part, voilà, le travail fait pleinement partie de ma vie, et j'aime ça. Donc il y a ce truc-là, en fait, de l'engagement est venu aussi la confiance qu'on m'a donnée. Et en fait, petit à petit, bah, on m'a donné les rênes de mon nouveau poste, mais sans me les lâcher complètement, tu vois, parce que je pense que ça aurait été, tu sais, on parle souvent du plafond de verre, Mhm. voilà, des femmes qui, plus tu évolues, plus tu prends en grade et moins tu retrouves de femmes, tu vois. Aujourd'hui, je crois qu'il y a qu'une seule femme PDG du CAC 40. Bon, ça fait quand même pas énorme, quoi, tu vois. Deux ou trois, mais de toute façon, ça reste très en Ça dessous de... reste très Ouais, minoritaire, quoi. très minoritaire. Ce qui est quand même assez effarant. Donc en fait, plus tu montes en responsabilité, moins tu trouves de femmes, ce qui est quand même assez curieux. Ouais. Donc ça, c'est ça Alors qu'elles le plafond de existent, verre. ces femmes, hein. Il y a une De liste toute évidence. proposée, c'est notamment Marianne Schiappa et puis d'autres qui Ouais, ont fait une liste pour montrer, parce qu'on dit souvent, mais non, mais en fait, il n'y en a pas, etc., qui ont fait une liste en proposant toute une liste de femmes qui pourraient occuper les fonctions dans oui, chacune des entreprises. Donc voilà, elles existent, hein. elles existent, et en fait, encore une fois, on va. Enfin, j'ai assisté il y a pas très longtemps à une réunion où j'entendais encore, oui, mais les femmes n'osent pas. On va juste remettre un petit peu en place les choses. Non, les femmes ne s'auto-censurent pas quelque part. Est-ce que c'est pas, remettre encore une fois sur la responsabilité individuelle? Enfin, en fait, on est quand même dans un marché du travail. Aujourd'hui, tu as une femme sur trois qui connaît du harcèlement sexuel. Enfin, en fait, non, c'est pas qu'on n'ose pas, c'est juste que visiblement, c'est pas notre place. Oui, Tout on nous porte dirait à croire que ce n'est pas notre place. Tu vois? couverte dessus, dès qu'elles Voilà. sont un petit peu trop. Voilà, donc le fameux plafond de verre où en fait, à un moment donné, on ne pense plus aux femmes pour les promouvoir à des postes à responsabilité. Et en fait, moins tu as de représentation, moins toi en tant que femme, tu vas te dire que c'est possible. Et donc, Mhm. enfin voilà, c'est un cercle vicieux qui fait que on en est où on en est. Mais tu as aussi la falaise de verre, tu vois, où Oui, tu peux promouvoir une femme à un poste qui pue, et où tu sais qu'elle va se casser la gueule. Parce que comme ça, c'est le fusible qu'on va débrancher, et tranquillement, on dira que c'est de sa faute. Et ça viendra en plus alimenter voilà, certaines thèses qui diraient que, comme quoi les femmes elles sont savent pas pas faites. faire. Voilà.
pour voilà. à leur place. Donc, voilà. Donc en fait, le leadership, je crois que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'être engagé, mais c'est aussi d'avoir des sponsors en fait en interne. Ouais. Moi, je dirais que Guillaume et John sont mes premiers sponsors dans le sens où ils m'ont soutenu, m'ont écouté et m'ont toujours assuré que c'est pas parce que j'étais une femme que je n'y arriverais pas. Quitte parfois à bousculer, tu vois. Mais parce qu'en fait, à un moment donné, bah, tes croyances limitantes, etc., elles existent aussi. Elles existent aussi chez moi, hein. Le syndrome de l'imposteur, bah, je vais pas Bien te sûr. cacher, mais il est là. Le fait de se dire, en fait, de sortir aussi de sa zone de confort et de se dire, ok, maintenant, bah, je dois prendre le taureau par les cornes et c'est pas parce que je suis une femme qu'on va me caresser dans le sens du poil. Mais attention, bon, après, enfin voilà, c'est ça, c'est encore, on pourrait en parler pendant des heures, je pense, mais c'est assez complexe. Mais en tout cas, ouais, le leadership, pour en revenir à ta question, je pense que quelque chose qui est peut-être intrinsèque dans le sens où tu peux avoir envie d'être leader, mais ça s'apprend. Et puis ça s'apprend pas tout seul, ça s'apprend avec des exemples, ça s'apprend avec de la bienveillance et de l'accompagnement. Et d'ailleurs, tu t'es formée, toi, sur ces sujets-là? Alors j'ai eu des coachings, je prends des coachings. En fait, si tu veux, j'ai pas encore eu de formation en management parce que quelque part, je pense que je l'ai eu pendant 5 ans. Ouais. Mais je pense que il faut, c'est toujours bon à prendre une formation en management. Mais en tout cas, j'ai pas ressenti encore de difficultés jusqu'ici. Et je pense que je m'en sors bien en fait. C'est quelque chose voilà qui m'a toujours plu. Mais en fait, tu vois là où je vais peut-être avoir un peu plus besoin d'accompagnement, ça va être, bah, comme on en parlait, peut-être sur ce syndrome de l'imposteur qui Mm. parfois putain, te bouche la vue quoi tu vois enfin voilà et peut-être ouais mais en effet en fait chez Shodo on est très partisan de toujours de formation de la montée en compétences donc ouais je suis accompagnée régulièrement sur ces sujets-là. Donc, coaching plutôt, ok. Ouais, Et coaching en effet. coaching, donc du coup, financé par l'entreprise ou tu l'as pris Oui, oui, financé oui, par l'entreprise? financé par l'entreprise et tu vois, c'est une pratique qui est généralisée, hein, puisque chez nous, chaque membre dispose d'un budget de formation de 5 000 € par Mhm. an, Ouais. renouvelable Mhm. chaque année et en fait renouvelable chaque année et si tu veux reportable d'année en année. Mhm. Donc en fait, c'est une pratique qui est très généralisée chez nous et Ouais. qu'on encourage grandement, ouais. Ok, et pour finir cette belle rencontre, peut-être un livre, est-ce que enfin je ne sais pas si tu aimes lire, mais est-ce que tu aurais un livre à recommander? Quelque chose qui t'aurait accompagné ou aidé dans les dernières années, peut-être? Alors oui, j'adore lire. J'aime beaucoup lire. Je me renseigne beaucoup. Ça a été quelque chose de très précieux pour moi d'ailleurs dans mon éducation féministe. En fait, de me raccrocher peut-être à la sociologie, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup aidé en fait à comprendre beaucoup de phénomènes et à travailler sur moi. Tu vois. Euh, le livre que je recommanderais en particulier, tu vois, je vais tricher un peu. Je vais regarder sur la Vas-y, bibliothèque vas-y. qui est juste au-dessus de moi. Si je devais en choisir un, c'est compliqué. Tu peux en donner plusieurs, hein, si tu veux. Il y Ouais, a ouais, peut-être ouais. Je dirais que la Mona Chollet. Mona Chollet, ouais. Mhm. Mona Chollet, voilà. Là, le dernier qu'elle a choisi, enfin qu'elle a écrit, pardon, c'est Résister à la culpabilisation, Ah, justement, qui va te faire je l'ai lu. Ouais, hein, qui est quand même vraiment pas mal. ouais, Voilà, en fait, qui va te faire beaucoup relativiser sur prends confiance en toi, ouais. sur tu sais, toutes ces injonctions qui se rajoutent à toutes les autres injonctions. Voilà, ça permet un peu voilà. Et puis là, en ce moment, je suis en train de lire un bouquin. Alors c'est un peu costaud, j'avoue. J'ai un peu du mal à continuer la lecture, mais bon, je m'y accroche. C'est On ne n'est pas soumise, on le devient. Alors ça a Ah l'air oui, un peu ouais. un peu provoque comme ça à première vue, mais en fait qui justement va aller un peu voilà d'un point de vue philosophique comprendre en quoi quelque part la soumission qu'on nous impose en tant que femme fait que parfois
les femmes l'intègrent Mhm. et, euh, et en fait vont aussi peut-être relayer les discours aussi masculins en fait enfin tu vois genre il y a tout un truc où en fait en tant que femme pour être une bonne femme faut être une soumise et que ça fait partie de notre identité qu'on nous colle à la peau Ouais. et en fait d'aller comprendre un peu tout ça c'est assez intéressant je trouve il y a ça après moi j'adore Camille Froide-Vométrie pareil qui est une philosophe qui va elle pour le coup revoir un peu l'écriture de Simone de Beauvoir. Enfin, en fait, ouais, il y a plein de bouquins que je recommanderais et je recommanderais aussi vraiment un podcast qui est Les couilles sur la table. Oui, je connais de Je nom, sais mais pas je l'ai jamais si, écouté ouais, celui-là. Ouais, bah, je te le recommande vraiment vivement, vraiment, vraiment. Où là, tu vas avoir en fait un podcast qui est féministe, mais qui va aller s'interroger sur les masculinités et en oui. fait sur les problématiques masculines. Et en fait, enfin moi, c'est une grande partie de mon éveil féministe s'est fait grâce à ça, où en fait, d'avoir ce point de vue-là te fait comprendre beaucoup de choses sur l'inégalité des genres et surtout le taf qu'il y a à faire. Eh ben, merci pour ces recommandations. Je listerai tout ça dans les notes de l'épisode Ça pour que marche. tout le monde puisse aller découvrir ces œuvres. Et puis merci pour cette belle rencontre féministe et pour cette explication du modèle Shodo. J'espère que ça inspirera d'autres personnes, que ça montrera à d'autres personnes que c'est possible. Et puis peut-être Ouais. que ça attirera aussi des candidatures chez vous. Et bon, ouais, eh bien, on espère, c'est tout le mal qu'on va se souhaiter. Et puis, je te remercie, Marie-Laure, pour ton temps, pour m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Et ça a été un plaisir de te rencontrer. Plaisir partagé. Merci à toi.